Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous corrigeons un TD d'économétrie. Ce n'est pas de l'université Félix Houphouët-Boigny, mais d'une autre université. Donc, on nous dit exercice 1. Dans un processus de production, le fait que les rendements d'échelle soient constants, croissants ou décroissants dépend de l'entreprise à laquelle on a affaire. Par ailleurs, il y a généralement un seuil de production à partir duquel commence la croissance du rendement d'échelle qui du coup engendre une problématique de gestion parcimonieuse des ressources. Vous devez clairement, vous devez, vous devez déclarer en la matière la lanterne du directeur d'une entreprise dont la fonction de production est la forme QT qui est égale à ALT, excellent alpha T, alpha 1, KT, alpha 2, U de UI. À cet égard, on vous demande de répondre aux questions suivantes. Donc, 1. Mettre le modèle sous forme linéaire et montrer que alpha 1 et alpha 2 sont respectivement les élasticités de position par rapport aux inputs K et L. Donc, je vais écrire ici. Okay. Exercice. Je change de cahier. Celui-là n'est pas confortable. Exercice. Donc, on a Q de T qui est égal à LT exposant alpha 1, KT exposant alpha 2, exponentielle de UT. 1. Linéarisons le modèle. Donc, la linéarisation du modèle, c'est juste que on va utiliser la fonction log-log. Donc, si on fait log de QT, c'est égal à quoi? C'est égal à log de A LT sur alpha 1, KT sur alpha 2, exponentielle de UT. Or, log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Ce qui veut dire que ici, log de QT, c'est égal à quoi? C'est égal à log de A plus log de LT exposant alpha 1 plus log de KT exposant alpha 2 plus log de exponentielle de UT. Alors, ça fait quoi? Ça fait ici log de A. Ici, l'exposant va descendre, ça fait plus alpha 1 log de LT plus alpha 2 log de KT plus quoi? Ici, log de exponentielle UT, ça fait quoi? Ça fait UT ici. Donc, log de QT, nous avons ici linéarisé le modèle. Après avoir linéarisé le modèle, on nous dit et montrer que alpha 1, alpha 2 sont respectivement les élasticités de position par rapport aux inputs. Donc, ici, la formule d'élasticité, c'est quoi? C'est que l'élasticité, ça fait quoi? Epsilon 1 a fait la variation de Q en fonction de la variation de quoi? Epsilon 1 de L multiplié par quoi? L sur Q. Et epsilon 2 ici a fait quoi? A fait la variation de Q en fonction de la variation de K multiplié par K sur quoi? Sur grand Q. Donc, nous allons faire la démonstration. Ici, epsilon 1, si je dois dériver cette fonction-là, la dérivée de cette fonction-là, en fonction de quoi? De LT. En fonction de L. Donc, je sais que ça me fait quoi? Ça me fera ici tout simplement, tous les autres éléments sont considérés comme des quoi? Des constantes. Je vais seulement que dériver le quoi? Le LT est alpha 1. Or, si j'ai X est N, la dérivée, ça fait quoi? Ça fait N ismo qui est N moins 1. Donc, ici, c'est LT alpha, ça fait alpha d'abord. Donc, ça fait ici alpha
1, multiplié par la dérivée de L, qui a fait 1 ici, donc fois 1, multiplié ensuite par LT = alpha moins 1, donc LT est quoi? Alpha 1 moins 1, d'accord? Multiplié maintenant par tous ces éléments qui sont à côté, donc multiplié par A ici, KT alpha 2 exponentielle de UT. Maintenant, si on finit de faire ça, c'est la dérivée de Q en fonction de L. Sans oublier qu'on doit multiplier ça par quoi? Par L sur QT. Donc, multiplier par quoi? Par LT sur quoi? Sur QT. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Tout ça, regardez ici. Si je prends tout ça, ça me fait ici alpha 1, LT sont alpha 1 moins 1. Et puisque c'est une multiplication, ça multiplie LT qui est là. Donc, multiplie par quoi? Par LT. Multiplié par A, KT est alpha 2 exponentielle de UT fois 1 sur grand QT. Alors, si nous continuons, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, c'est exposant 1. Donc, lorsque l'exposant sont additionnés, ça fait moins 1 plus 1, va donner alpha 2. Nous aurons alpha 1, LT, A, KT exposant quoi? Alpha 2. Ici, c'est alpha 1, multiplié par quoi? Par 1 sur QT. Maintenant, allons-y, ça nous donne alpha 1 multiplié par, ici, je réécris, ça fait A. LT exposant quoi? Alpha 1, KT exposant alpha 2, exponentielle de quoi? De UT. Ici, j'ai oublié exponentielle de UT, si vous voyez. Exponentielle de quoi? De UT. Sur quoi? Sur QT. Or, QT, lui-même est égal à quoi? Ça fait A. LT est alpha 1, KT est quoi? Alpha 2, exponentielle de UT. Par conséquent, ici, epsilon 1 est égal à quoi? Est égal à alpha 1. Et si on nous demande ici, regardez bien, et montrer que alpha 1 et alpha 2 sont respectivement les élasticités de position par rapport à quoi? Aux inputs. Donc ici, nous avons déterminé alpha 1, nous avons déterminé l'élasticité epsilon 1 qui est égal à quoi? Qui est égal à alpha 1. Ensuite, nous allons faire pour epsilon 2. Ça fait la variation de QT en fonction des K. Donc ça va donner ici alpha 2, K est alpha 2 moins 1, multiplié par A, LT est alpha 1, exponentielle de UT, multiplié par quoi? Par KT sur grand QT. Or, je vous ai dit, le KT qui est ici, c'est 1. Le KT qui est ici est alpha 2 moins 1. Donc, les moins 1 plus 1 va partir. On va rester ici quoi? On va rester alpha 2. KT est alpha 2. A, LT est alpha 1. Exponentielle de UT, multiplié par quoi? Par 1 sur QT. Donc, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir ici alpha 2 multiplié par A, LT est alpha 1, KT est alpha 2, exponentielle de UT sur QT. Or, vous avez dit, or, QT est égal à quoi? Ça fait A, LT est alpha 1, KT est alpha 2, exponentielle de UT. Donc, ici, le numérateur et le dénominateur sont pareils. Donc, ça fait 1. On a epsilon 2 qui est égal à quoi? Qui est égal à alpha 2. Donc, nous allons montrer que epsilon 1 est égal à alpha 1. Et nous allons montrer que epsilon 2 est égal à quoi? Est égal à alpha 2. D'une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on nous pose ensuite comme question? On nous dit, montrer mathématiquement que la somme des élasticités de position par rapport aux inputs L et K est bien le degré d'homogénéité de la position, de la fonction de position, et donc l'indicateur du régime de rendement d'échelle sur lequel l'entreprise opère. Donc, regardez ici. On dit montrer mathématiquement que la somme des élasticités de position par rapport. Donc, la somme des élasticités, ça fait quoi? Epsilon 1 plus epsilon 2 est égal à quoi? Est égal à alpha 1 plus alpha 2. Ça, c'est la somme des élasticités. Et on nous demande de montrer que ça représente ici le degré d'homogénéité. Le degré d'homogénéité, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de pouvoir mesurer comment est-ce que va évoluer la production. Donc, si vous vous souvenez de la leçon 2, donc, montrons
mathématiquement. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsque j'ai f de lambda L, lambda K, ce qui veut dire quoi? Lorsque je vais multiplier mes facteurs de production, c'est-à-dire le travail et le capital dans les mêmes proportions, alors ça me donne quoi? Ça me donne lambda égale H, qui sera ici le degré d'homogénéité, multiplié par quoi? F de quoi? F de L et puis K. Et ce degré d'homogénéité va nous permettre de quoi? Va nous permettre de mesurer comment est-ce qu'il va évoluer la production. Donc si nous avons Qt qui est égal à LT égale alpha 1, KT égale alpha 2, exponentielle de UT. Alors, s'il fait F de lambda L, lambda K, ça fait quoi? Ça fait ici A multiplié par quoi? Lambda L égale alpha 1 multiplié par lambda KT, bon, LT, KT, égale quoi? Alpha 2, exponentielle de UT. Alors, ça fait quoi ici? Ça fait A, lambda égale alpha 1, LT égale alpha 1, multiplié par lambda égale alpha 2, KT égale quoi? Alpha 2, exponentielle de UT. Le lambda, ça va ici, lambda égale quoi? Alpha 1 plus alpha 2. Ici, il y a lambda, ici, il y a lambda. Les exponents sont additionnés, multiplié par quoi? Multiplié par A, LT égale alpha 1, KT égale alpha 2, exponentielle de quoi? De UT. Vous voyez? Donc ici, en fait, lambda égale alpha 1 plus alpha 2, multiplié par quoi? Par QT. Donc, ici, vous voyez bien que alpha 1 et alpha 2 représentent quoi? Représentent bien le degré d'homogénéité, comme je vous l'avais dit ici. C'est qui est égal à la somme des quoi? Des élasticités. Donc, on peut dire que c'est égal à quoi? C'est égal à lambda égale quoi? Epsilon 1 plus epsilon 2 QT. Donc, nous avons répondu à la question de savoir, montrer mathématiquement que le degré d'homogénéité est là, de la fonction de position. Et donc, voilà, donc on dit montrer mathématiquement que la somme de l'élasticité de position par rapport aux inputs est bien le degré d'homogénéité. Donc, ici, on va dire que je prends une nouvelle fiche. Nous dirons que quoi? Nous dirons que on a H qui est égal à quoi? Alpha 1 plus alpha 2 est égal à quoi? Epsilon 1 plus epsilon 2. Donc, la démonstration concernant cet élément-là a été traitée avec succès. Ensuite, on nous dit et bien le degré d'homogénéité de la fonction de E, donc l'indicateur du régime de rendement d'échelle sur lequel l'entreprise opère. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous avons alpha 1 et alpha 2, il y a trois éléments. Si alpha 1 plus alpha 2 est égal à 1, nous avons les rendements d'échelle quoi? Rendement d'échelle constant. Si alpha 1 plus alpha 2 est égal, est supérieur à 1, rendement d'échelle croissant. Et si nous avons alpha 1 plus alpha 2 qui est inférieur à 1, nous avons des rendements d'échelle décroissant. Rendement d'échelle décroissant. Ok. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on nous pose ensuite comme question? On nous dit ce que les notions de rendement d'échelle constant, croissant et décroissant supposent en termes de coût de production. D'accord. Donc, c'est la question numéro 3. J'espère qu'il y a mettre définition ici. Définition. Ok. Donc, nous avons dit que alpha 1 plus alpha 2 est égal à 1. Ça fait rendement d'échelle quoi? Rendement d'échelle constant. Donc, si nous avons des rendements d'échelle constant, alors doubler les facteurs de production,
fait doubler la production. Est-ce que vous voyez? Doubler les facteurs de production fait doubler la production. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement en fait. Donc ainsi, ce qui implique quoi? Ce qui implique un coût moyen qui est constant. Et ça, l'élément qu'il faut retenir ici. Le coût moyen est quoi? Est constant. Ensuite, si alpha 1 plus alpha 2 est supérieur à 1, on a un rendement d'échelle croissant. Donc, si on a un rendement d'échelle croissant, doubler les facteurs de production entraîne quoi? Entraîne une évolution, entraîne une augmentation, plus que proportionnellement de la production. Donc, ça entraîne une augmentation plus que proportionnellement de la production, ce qui va entraîner quoi? Coût moyen décroissant. Donc, si vous voulez, baisse du coût moyen. Donc, si nous avons des rendements d'échelle qui sont croissants, à la fin, nous allons obtenir la baisse du coût moyen. Ensuite, nous avons alpha 1 plus alpha 2 qui est inférieur à 1. Nous aurons un rendement d'échelle. Décroissant. Donc, si nous avons des rendements d'échelle décroissants, ça veut dire quoi? Doubler les facteurs de production. Entraîne une baisse de la production. Si vous voulez, ça entraîne une baisse de la production. Ici, les rendements d'échelle sont quoi? Sont décroissants. Une baisse de la production moins que proportionnellement. Donc, ce qui va entraîner quoi? Ce qui va entraîner un coût moyen croissant, ou une augmentation du coût moyen. Voilà. Donc, ça c'était pour ce qui était de la question numéro 3. Alors, nous passons à la question numéro 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que KT, LT et QT représentent respectivement la production en tonnes, le facteur travail en heures de travail et le facteur capital exprimé en heures machine. Un échantillon de 14 observations relatives à ces variables a permis d'estimer la forme linéaire de la fonction de production. Les calculs sont donnés. On donne les résultats suivants. Donc, ici, on nous demande d'interpréter les résultats. Donc, je vais écrire. Déjà, on a n qui est égal à 14. C'est le premier élément. Ensuite, on a log de QT qui est égal à quoi? Qui est égal à 0,78 plus 1,43 log de LT plus 3,05 log de KT. Et ici, nous avons 0,57. Ici, nous avons 2,55. Et ici, nous avons quoi? 2,23. On nous dit que les valeurs entre parenthèses sont les statistiques de test de T. Et
On nous dit ici que R au carré est égal à quoi? Est égal à 0,88. Donc, dans un premier temps, nous allons faire quoi? Les interprétations. Donc, interprétation. La première interprétation, nous allons faire l'interprétation de quoi? De R au carré. R au carré est égal à quoi? 0,88. Cela signifie que le modèle ici de régression, explique 88% des variations. Explique 88% des variations de quoi? De QT. Donc, le modèle de régression explique 88% des variations de quoi? De QT. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons alpha 1 plus alpha 2 qui est égal à quoi? Nous avons 1,43 plus quoi? 3,05. Ce qui fait, ça fait 4 ici, ça fait 4,48, qui est bien supérieur à quoi? À 1. Donc, l'entreprise quoi? L'entreprise bénéficie de rendement d'échelle quoi? Croissant. L'entreprise bénéficie de rendement d'échelle croissant. Ah, c'est un deuxième élément. L'entreprise bénéficie de rendement d'échelle croissant. Après avoir interprété ça, nous allons dire si le test est significatif ou pas. Donc, on a T calculé qui est égal ici 2,55 et nous allons voir la statistique de T. Nous allons voir T lu. Donc, T lu, c'est égal à quoi? Ça fait T de 0,05 et de N-K. Donc, 14 moins 2. Non, 14 moins ici, 1, 2, 3. 14 moins 3, plus précisément, ça fait 11. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, ici, il y a 0,05 et puis 11. Ça fait 2,20. 2,20. Donc, le T calculé ici, il est supérieur à quoi? À T lu. Si nous partons de l'hypothèse que alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est différent de 0, ça c'est H0, ça c'est H1. D'accord? Donc, T calculé est supérieur à T lu, on pourra dire quoi? On dira que comme T calculé est supérieur à T lu, alors alpha 1 est significativement différent de 0 au seuil de 5%. De même, nous ferons les mêmes pourquoi? Pour alpha 2. Ici, nous aurons H0 qui va donner alpha 2 qui est égal à 0 et H1 alpha 2 qui est différent de 0. Donc, on sait que T calculé ici, ça fait quoi? Ça fait 2,23 qui est supérieur à T lu qui est égal à quoi? 2,20. Donc, alpha 2 est significativement différent de 0 au seuil de 5%. Donc, ici, nous avons réussi à faire les interprétations. Donc, nous avons montré que, ici, R au carré, ça nous permet de dire que le modèle de régression explique, en fait, en réalité, 88% des variations de quoi? De Y, de QT ici. Et ensuite, étant donné que alpha 1 plus alpha 2 est supérieur à 1, l'entreprise bénéficie de rendements échelle constant, de rendements échelle croissant. Et alpha 1 et alpha 2 sont significatifs au seuil de quoi? De 5%. Voilà. Donc, une fois cet exercice terminé, on va enchaîner immédiatement
avec un autre exercice qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est pour ça que je vais commencer par parce que cet exercice-là, pour mieux comprendre le suivant. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'estimation d'une fonction de position se représente sous la forme suivante. Log de y de alpha 0 plus alpha 1, log de k plus alpha 2, log de l plus u. La position est-elle significativement élastique par rapport au capital? Donc, ici, l'exercice 2, exercice 2, nous avons log de y qui est égal à ici à alpha 0 plus alpha 1 log de k plus alpha 2 log de L plus U. Et on nous demande ici, la position était significativement élastique par rapport au capital. Donc, on sait que ici, nous avons vu précédemment de l'exercice que alpha 1 est égal à quoi? Est égal à epsilon 1, qui représente l'élasticité de Y en fonction de quoi? De K. Donc, nous allons faire une test d'hypothèse. Donc, un test de alpha 1. Pourquoi est-ce qu'on fait un test d'hypothèse? On fait un test d'hypothèse pour voir si ici alpha 1 est significatif par rapport au quoi? Au capital. Vous voyez ça, c'est la position ici. Y était significatif par rapport au capital ici. Donc, si alpha 1 est significatif. Donc, pour ce faire, on fait un test de alpha. Hypothèse. Dans les hypothèses, nous aurons ici H0, alpha 1 qui est égal à 0, H1, alpha 1 qui est différent de quoi? Qui est différent de 0. Ensuite, le T calculé. Le T calculé, ça fait quoi? Ça fait alpha 1 chapeau moins alpha 1 sur quoi? Sur les cas types estimés. Sur les cas types estimés de quoi? De alpha 1 chapeau. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Ici, on a n qui est égal à 26, alpha 0,05. Et ici, la grande matrice de alpha, ça fait quoi? Nous avons ici alpha 0 qui fait quoi? Moins 2,5. Nous avons alpha 1 qui fait quoi? Estimé bien sûr. Hein. Ici, nous avons alpha 2. Donc, ici, alpha 1 fait 1,6. Nous avons 1,6 moins 0. Sur maintenant, il faut déterminer la variance de quoi? De alpha 1 chapeau. La variance de alpha 1 chapeau, c'est égal à quoi? Regardez ici. Pour déterminer la variance de alpha 1 chapeau, il est important de maîtriser un élément très important. Je vais le faire ici. C'est que lorsque vous prenez le cours, sachez que la variance de grand A de la matrice, ça fait ici la variance de alpha 0. Ensuite, ici, vous aurez la covariance de alpha 0, alpha 1. Ensuite, la covariance de quoi? De alpha 0, alpha 2. Ici, vous aurez la covariance de alpha 1, alpha 0. Ici, vous aurez la variance de alpha 1. Et ici, vous aurez la covariance de alpha 1, alpha 2. Ensuite, ici, vous aurez la covariance de alpha 2, alpha 0. Ensuite, ici, vous aurez la covariance de alpha 2, alpha 1. Et ici, vous avez la variance de quoi? De alpha 2. Donc, si nous regardons bien cette matrice-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire ici que la variance de alpha 1, c'est quoi? 1,6. La variance de alpha 0, c'est 1,6. La variance de quoi? De alpha 2, c'est 0,04. Et la variance de, la variance de alpha 2, c'est 0,9. Et la variance de alpha 1, c'est 0,04. Donc, étant donné que les cas types, ça fait racine carrée de la variance, ça fait 0, la racine carrée de 0,04. Donc ici, sur racine de 0,04. Qu'est-ce que ça nous donne? 1,6 divisé par 0, par la racine de 0,04. C'est égal à 8. Donc, nous avons ici t calculé qui est égal à 8. Ensuite, nous avons t de 0,05 et de
n- et de n-2. Non, n-3, puisqu'il y a 3 paramètres. Donc, 26 moins 3, ça fait 23. Or, ici, nous on dit quoi? Nous on dit ici que t de alpha 23, donc t de alpha 23, fait combien? 1,714. 1,714. Donc, comme t calculé qui est égal à 8 est supérieur à t de 0,0523 qui est égal à 1,714, alors alpha 1 est significativement différent de quoi? De 0 au seuil de 5%. Par conséquent, la production est significativement élastique par rapport au capital. Donc ainsi, nous avons pu répondre à la première question. Ensuite, la deuxième question, les rendements échelle sont-ils significativement croissants? Alors, lorsqu'on nous demande si les rendements échelle sont significativement croissants, cela suppose que les rendements d'échelle sont-ils significativement croissants? Donc, puisqu'on parle de rendement d'échelle, cela suppose que quoi? C'est alpha 1 plus alpha 2, puisqu'on parle de rendement d'échelle. Donc, on va faire un test ici pour voir si les rendements d'échelle sont significativement croissants. Et nous allons faire un test unilatéral ici. Donc, les hypothèses, nous aurons ici H0, alpha 1 plus alpha 2 est égal à 0, et H1, alpha 1 plus quoi? Alpha 2 qui est supérieur à... alpha 1 plus alpha 2 qui est égal à 1, puisqu'on parle des rendements d'échelle ici. Et pour voir les rendements d'échelle, on a vu dans la première partie de l'exercice que c'est quoi? C'est si alpha 1 plus alpha 2 est supérieur à 1, nous avons des rendements d'échelle croissants. Et si alpha 1 plus alpha 2 est égal à 1, nous avons des échelle constant. Donc, dans le premier temps, alpha 1 plus alpha 2 est égal à 1. Dans le second temps, alpha 1 plus alpha 2 est supérieur à 1. Ainsi, de t calculé, c'est égal à quoi? C'est égal à alpha 1 chapeau plus alpha 2 chapeau moins alpha 1 plus alpha 2 sur quoi? Sur l'écart type estimé de quoi? De alpha 1 chapeau plus alpha 2 chapeau. Alors, comment est-ce qu'on fera ça? Donc ici, t calculé est égal à quoi? Alpha 1 plus alpha 2. On sait ici que alpha 1, ça fait 1,6 plus 0,8 moins 1. Maintenant, ici, l'écart type estimé de ça, l'écart type estimé de alpha 1 plus alpha 2 chapeau, ça fait simplement quoi? Ça fait ici la racine carrée de la variance de quoi? De alpha 1 chapeau plus alpha 2 chapeau. Or, il faut déterminer la variance de quoi? De alpha 1 chapeau et alpha 2 chapeau. Donc, la variance de alpha 1 chapeau plus alpha 2 chapeau, ça fait quoi? Ça fait la variance de alpha 1 plus la variance de alpha 2 plus 2 fois la covariance de quoi? De alpha 1, alpha 2 chapeau. Vous comprenez? Or, ici, la variance de alpha 1, ça fait 0,04. Donc, 0,04 plus la variance de alpha 2, ça fait quoi? 0,09. 0,09 plus 2 fois la covariance de quoi? De alpha 1, alpha 2. Or, ici, voici où est-ce qu'on peut lire la covariance de alpha 1, alpha 2. Ici, c'est la covariance de quoi? De alpha 1, alpha 2. Donc, si on regarde ici,
La covariance de alpha 1 et alpha 2, ça fait quoi? 0,05. Donc, plus 2 fois 0,05. Ce qui est égal à quoi? Donc, ici, si j'ai 0,04 plus 0,09 plus 2 fois 0,05, c'est égal à quoi? Ça me donne ici 0,23. Donc, nous avons déterminé la variance de quoi? De alpha 1 et alpha 2. On peut calculer la statistique du test. Ça fait 0, sur racine de 0,23. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 1,6 plus 0,8 moins 1 sur racine de 0,23. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne ici 2,9192. Donc, 2,9192. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que T calculé, qui est égal à 2,9192, est supérieur à T lu, qui est égal à quoi? 1, qui est égal à 1,714. Donc, si T calculé est supérieur à T lu, alors on fait quoi? On rejette H0. Vous le savez ça très bien. Si T calculé est supérieur à T lu, on rejette H0. Ce qui veut dire quoi? On accepte H1. Si on accepte H1, cela signifie quoi? Cela signifie que les rendements d'échelle sont significativement quoi? Sont significativement croissants. Ici, on a tiré une conclusion que on rejette H0, par conséquent, alpha 1 plus alpha 2 sont significativement supérieurs à 0 au seuil de quoi? Au seuil de 5%. Par conséquent, les rendements d'échelle sont quoi? Sont croissants. Donc, on a bien montré ici que grâce au test là, le T calculé est supérieur à T lu. Par conséquent, on rejette l'hypothèse H0 et on accepte l'hypothèse H1. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La dernière question nous dit, lorsque les facteurs de production augmentent de 6%, de combien varie relativement la production? Donc comment est-ce qu'on calcule ça? Ok, pour faire le calcul, voici comment on procède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de log de y en fonction de la dérivée de quoi? De k et de l, ça fait quoi ici? Ça fait ici, cette dérivée, ça fait 0, donc ça fait alpha 1 multiplié par la dérivée de log de k en fonction de k, plus alpha 2 multiplié par la dérivée de log de L en fonction de quoi? En fonction de L. Alors, ça fait quoi? On sait que la dérivée ici, ça varie en fonction de quoi? De 6%. Donc, ça ferait alpha 1 multiplié par 6%. Donc, alpha 1 fait 6,6, pardon, 1,6 multiplié par 0,06 plus alpha 2 qui est 0,8 multiplié par 0,06. Les deux varient dans les mêmes proportions. Lorsque les facteurs de proportion augmentent de 6%, qu'est-ce que ça va me donner ici? Si je fais 1,6 multiplié par 0,06 plus 0,8 multiplié par 0,06. Ça fait quoi? Ça fait 0,144. Donc, conclusion, si les facteurs de production augmentent de 6%, alors la production augmentera de 14,40%. Ici, on multiplie par 100. Donc, ça multiplié par 100, ça fait quoi? 14,40%. Donc, si les facteurs de production augmentent de 6%,
alors la production augmentera de quoi? De 14,40%. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et prenez soin de vous. Abonnez-vous également, likez, laissez un message et prenez soin de vous.